Au Burundi, alors que les autorités ont ordonné l'arrêt immédiat des protestations, les opposants déclarent une nouvelle journée de manifestation. Ebola fait partie du passé au Libéria. L'OMS a annoncé samedi la fin de l'épidémie dans ce pays. Sommet Caraïbes Climat, le président français saisit l'occasion pour lancer un appel, plus de solidarité contre le réchauffement climatique. Vous retrouvez à cette édition, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Libéria en a officiellement fini samedi avec l'épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite à Monrovia par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a cependant appelé à rester vigilant en raison de la présence du virus en Guinée et en Sierra Leone voisine. C'était lors d'une cérémonie au siège de la cellule de crise anti-Ebola en présence de la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. 42 jours se sont écoulés depuis le dernier cas confirmé en laboratoire. L'OMS a donc déclaré le Libéria exempt de la transmission du virus Ebola, auteur d'une épidémie qui a fait plus de 4700 morts sur plus de 10 500 cas dans le pays. Au nom de l'OMS, de son directeur général Margaret Chan et de la directrice Afrique Matshidiso Moeti, j'envoie mes sincères félicitations au peuple et au gouvernement du Libéria pour ce succès monumental. La présidente Sirleaf s'est réjouie de l'annonce en rendant hommage à ses concitoyens, particulièrement au personnel de santé, dont 189 ont péri sur 375 contaminés par le virus. Nous avons écrit une lettre au monde que beaucoup d'entre vous connaissent. Leur réponse a dépassé nos attentes. À commencer par tous nos partenaires présents ou absents, je tiens à écrire une autre lettre au monde, cette fois pour les remercier. Pour enrayer la progression du virus, le Libéria a fermé pendant plusieurs mois ses écoles, ses frontières et imposé un couvre-feu, entre autres mesures radicales. Voir un Libéria sans Ebola, cela montre que notre travail dans la communauté a payé. Notre travail de mobilisation, de dialogue avec la communauté pour qu'ils comprennent l'essence d'Ebola et comment empêcher la contagion pour l'anéantir aujourd'hui. Cela montre que nous avons gagné la guerre contre Ebola. Même si l'épidémie est éteinte, la vigilance reste de mise en raison de la présence du virus en Guinée et en Sierra Leone, où le nombre de nouveaux cas est cependant en baisse. C'est un grand jour pour la nation. Nous avons réussi et la prochaine étape, c'est de maintenir la vigilance tant que nos voisins n'ont pas atteint cette période de 42 jours sans nouveaux cas confirmés. L'annonce de l'extinction officielle de la propagation au Libéria marque l'épilogue de plus d'une année de souffrance, contraintes, frustrations et sacrifices inhumains pour ce pays qui se remettait à peine de 14 ans de guerre civile. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a déposé officiellement vendredi sa candidature pour la présidentielle du 26 juin prochain. Une candidature controversée car dénoncée par l'opposition et critiquée par la communauté internationale, mais validée par la Cour constitutionnelle burundaise. Reportage. Le président burundais Pierre Nkurunziza a officiellement déposé vendredi sa candidature controversée à la présidentielle du 26 juin, malgré la protestation de la rue et la pression internationale croissante. En arrivant en début d'après-midi à la Commission électorale nationale indépendante à Bujumbura, le chef de l'État a promis que les manifestations, lancées il y a une dizaine de jours et devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Il n'y a pas de spirale de violence, ce que vous avez vu ici à Bujumbura, comparativement à ce qu'on a connu dans d'autres pays, comme ici au Burundi, même dans les moments les plus difficiles, dans les années 93, dans les années 2005 aussi, c'était grave, parce qu'on a organisé les élections en 2005, au moment où
il y avait un autre mouvement qui continuait à dire que les élections ne vont pas se tenir. Pierre Nkurunziza a été le premier des prétendants déclarés à la présidentielle à déposer sa candidature selon la CENI. À la veille de la date limite de dépôt, il est arrivé souriant, accompagné d'une trentaine de militants vêtus aux couleurs de son parti, le CNDD-FDD. Même en 2010, il y avait quelques aussi résistances pour aller au processus électoral, mais nous vous disons que chaque chose a son début et a sa fin. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce n'est pas comparé avec ce qu'on a vécu dans les années 93 ou en 2005. Nous disons que la situation est facilement maîtrisable et que le processus électoral va se passer en bonne et due forme. Les opposants au chef de l'État, déjà élus en 2005 et 2010, jugent un éventuel troisième mandat inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Les partisans de Pierre Nkurunziza jugent la démarche parfaitement légale. Notons que, sous pression de la communauté internationale qui menace de ne plus financer le processus électoral, opposition et pouvoir ont entamé cette semaine des pourparlers informels. Vendredi matin, Bujumbura a quelques heures bruissé de rumeurs sur un accord imminent. Les opposants à un troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza se préparaient ce dimanche à une nouvelle journée de manifestation. Ce en dépit de l'exigence des autorités de faire un arrêt immédiat par rapport à la contestation. Dans plusieurs quartiers contestataires de la capitale du Burundi, des manifestants ont renforcé leurs barricades samedi soir à l'issue d'une journée de trêve. Une disposition qui démontre de la crainte d'une intervention des forces de sécurité à qui les autorités ont donné 48 heures pour démanteler tous les obstacles érigés à Bujumbura et dans le reste du pays. Les opposants ont réaffirmé leur refus d'abandonner leur mouvement tant que Nkurunziza n'aura pas renoncé à sa candidature à un troisième mandat qu'il juge opposé à la Constitution. Suspendu en décembre 2013 pour des raisons d'insécurité, les activités sportives ont repris sur différents terrains de jeu à Bangui. Le constat avec notre correspondant sur place, Hubert Marie Djamani. En Centrafrique, le sport n'a pas été épargné par la crise. Avec le retour de la sécurité dans plusieurs quartiers de Bangui, la vie a repris ses droits. Les joueurs de Mazanga, garçons et filles, ont retrouvé la joie de jouer à nouveau ensemble sous la direction de leur entraîneur. Le sport n'a pas de frontières. Le sport, on dit souvent toujours, le sport unit les peuples. Le sport nous unit. Donc à travers le sport, je crois, nous pouvons très rapidement ramener la paix dans notre pays. Au sein du club Mazanga, les joueurs se sont engagés à promouvoir les idéaux de paix, de fraternité, de solidarité et de tolérance. On joue entre frères et sœurs, donc on est tous égaux, on est tous des frères, tous des sœurs. Ici, il n'y a pas de question de religion. On va continuer toujours à accepter nos frères les musulmans pour amener la paix. La preuve est faite depuis longtemps que le sport surpasse les limites des frontières géographiques, l'appartenance ethnique et religieuse. Les joueurs de Mazanga sont fiers de cultiver ces idéaux. Que ce soit chrétiens et musulmans, on est tous ensemble. On est tous ensemble, on est tous des Centrafricains, donc il n'y a pas de problème. Le basketball est le sport roi en Centrafrique. Convaincu que le sport est un outil puissant de renforcement des liens, des réseaux sociaux et de promotion des idéaux de paix, Mazanga veut amener les autres clubs du pays à suivre son exemple. Au Togo, bon nombre de personnes dans la capitale Lomé gagnent leur vie en exerçant des activités de subsistance. Parmi celles-ci, il y a le maraîchage qui, pour certains, représente une arme efficace de lutte contre le chômage. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, a fait le constat. Il y a beaucoup de difficultés. Des difficultés existent certes, mais le maraîchage reste l'activité de subsistance pour bon nombre de personnes au Togo. Difficultés d'accès aux espaces, manque de moyens financiers pour l'achat des équipements sont entre autres les problèmes auxquels sont confrontés les maraîchers togolais. Ici à Vaughan, c'est toute une famille au travail qui a été surprise par notre équipe de reportage. Nous faisons salade et puis carottes, betteraves, tout, etc. Notre problème est que
d'abord, il n'y a pas de marché à vendre nos produits là. Encore, il n'y a pas des aides. L'État va nous aider pour faire médicaments et l'engrais. Et on disait tout le temps là de chercher marché extérieur et marché qu'on va vendre nos produits. Selon Kofi Degbe, grâce à ce forage d'eau, son activité ne subit pas les aléas climatiques. Une activité qui lui permet de nourrir sa famille depuis 15 ans et de subvenir à la scolarité de ses enfants. Des revendeuses de ces produits maraîchers en trouvent elles aussi leur compte. Il y a des saisons qui nous donnent de bonnes choses. On peut vendre sur une planche 20 000, 30 000. Mais si la saison n'est pas bonne, on peut vendre ça à 15 000 ou bien à 10 000. Même à 5 000, on peut vendre ça. Une bonne politique de développement de la filière peut être une arme efficace de lutte contre la pauvreté. Le président français était samedi à l'ouverture du sommet Caraïbes-Climat. Organisé à la Martinique, ce sommet intervient 7 mois avant la très attendue conférence Climat 2015. 6 ans après le fiasco de la conférence de Copenhague sur le climat, l'enjeu est de taille pour le chef de l'État français. Venu assister à l'ouverture du sommet Caraïbes-Climat organisé par la France à la Martinique, François Hollande a fait appel à la solidarité entre pays riches et pays pauvres dans la lutte contre le réchauffement climatique, lançant ainsi un appel de Fort-de-France. Cet appel du chef de l'État français se présente comme un cahier de doléances et de propositions des pays caribéens, appelant notamment les dirigeants mondiaux à entendre l'appel des pays les plus vulnérables. En effet, si les pays développés se sont engagés à débloquer 100 milliards de dollars d'aide annuelle d'ici 2020 pour venir en aide aux pays du Sud à faire face au changement climatique, les financements restent pour l'instant très flous. Précisons que le sommet Caraïbes-Climat accueille une trentaine de délégations de toute la Caraïbe, dont le président haïtien Michel Martelly, 13 premiers ministres et 6 ministres dont la ministre de l'Environnement cubaine. Il sera suivi par la très attendue conférence climat qui sera organisée à Paris en décembre prochain. Réchauffement climatique toujours à la Martinique samedi. François Hollande a appelé les pays riches à être plus solidaires des pays pauvres dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était à l'ouverture du sommet Caraïbes-Climat. Un extrait de sa déclaration. À la conférence de Paris, une attention très forte soit portée à cette conception, cette conscience de ce que peut être le réchauffement climatique ici et en même temps cette force qui s'en dégage pour apporter des solutions. Nous allons créer un fonds vert qui doit être suffisamment doté pour qu'à l'horizon 2020 il puisse rassembler 100 milliards de dollars et avec cette source de financement, avec aussi des financements innovants, nous pourrons apporter les moyens, les ressources indispensables pour que la transition énergétique puisse se faire, pour qu'il y ait aussi des investissements créateurs d'emplois, parce qu'avec le renouvelable, avec la biodiversité, nous pouvons créer davantage d'emplois en même temps que nous pouvons assurer une meilleure protection de la planète. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Sika. Au revoir.